Bon, excellent. On a encore des gens qui continuent à se joindre, mais on va commencer. Donc, bonjour. Bienvenue au webinaire de la Ligue canadienne des compositeurs. Mon nom est Sophie Dupuis, je suis présidente de la Ligue et je vais être votre hôte pour aujourd'hui. Donc, je me joins à vous des terres faisant partie du territoire traditionnel non cédé des Mi'kmaq et Wolastoq-Huilliq, connu comme Edmundston au Nouveau-Brunswick. Les bureaux de la LCC sont situés à Toronto, qui fait partie des terres traditionnelles de plusieurs nations, dont les Mississauga de la rivière-Crédit, les Anishinaabe, les Chippewas, les Haudenosaunee et les Wendat, et où résident actuellement de grand nombre de personnes appartenant à diverses Premières Nations et aux peuples inuits et métis. Il fait partie du territoire visé par le traité numéro 13 et les traités Williams. Donc, je vous invite également, tout le monde, à prendre connaissance des territoires sur lesquels vous vous joignez à nous aujourd'hui. Donc, j'aimerais souhaiter la bienvenue à Monsieur Clément Topping, qui nous présente l'atelier Subvention, maximiser vos chances. Donc, Monsieur Topping a plus de 20 ans d'expérience en rédaction de demandes, surtout des demandes dans le monde de la musique. Donc, il nous partage aujourd'hui ses précieux conseils pour arriver à mettre toutes nos chances de notre côté dans nos demandes de subventions et de bourses. Donc, en premier temps, il va faire un survol des principaux organismes subventionnaires, puis fera les tours des principaux éléments qui composent une demande de subvention. Et enfin, il va nous partager ses tactiques pour rassembler une demande de subvention gagnante. Donc, notez qu'il va avoir un temps à la fin pour poser les questions. Au cours de l'atelier, je vous invite à écrire vos questions dans le chat comme ils vous les viennent, puis on va les adresser à la fin, dans la période de questions. Donc, if you're joining us today and you feel more comfortable asking questions in English, please go ahead. Monsieur Topping is fluent in English as well, so all those questions will be answered. On vous demande également de garder vos microphones sur mute ou muet afin d'éviter les bruits ambiants d'interrompre la présentation. Donc, sans plus tarder, je laisse la place à Monsieur Topping. Merci Sophie, merci pour cette magnifique présentation. Bonjour, bonjour. Alors voilà, comme Sophie le disait, je suis travailleur culturel spécialisé dans la rédaction de demandes de subventions depuis plus de 25 ans. J'ai débuté en 1992 dans un organisme qui s'appelle Code d'accès. Puis, j'ai par la suite réalisé des mandats ponctuels auprès d'organismes, entre autres l'ACREC, qui est maintenant devenu le Festival Electra, et chez Au Vertigo Danse. Donc, en faisant ces mandats, j'ai pu réaliser qu'il y avait un besoin pour le genre de service que j'offrais. Puis, j'ai démarré mon entreprise de travailleur autonome spécialisé en rédaction de demandes de subventions en 1996. Depuis une dizaine d'années, je rédige une centaine de demandes par année. Donc, j'en fais constamment. Je suis toujours en train de faire des demandes de subventions quand je ne suis pas en train de donner des conférences. Au cours de la rencontre, donc, on va faire au début un survol du financement. Donc, quels sont les organismes qui soutiennent la musique au Québec, principalement. Et ensuite, on va faire le tour de comment on complète une demande de subvention. Puis, on va terminer, donc, comme Sophie le disait, par une période de questions. Alors, prenez vos questions en note. On va y répondre à la fin. On va prendre tout le temps qu'il faut pour répondre aux questions. Allons-y. Donc, pour commencer, quelles sont les pratiques artistiques soutenues par les subventionneurs? Bien, en musique, toutes les pratiques sont soutenues, ce n'est pas compliqué. Elles sont soutenues selon deux axes principaux. Dans un premier temps, l'industrie culturelle. Donc, on parle ici d'œuvres qui sont créées en fonction des lois du marché, l'offre et la demande. Qu'est-ce que les gens sont prêts à acheter? On va le faire, on va le vendre. Et l'autre axe, qui est la création, où les œuvres sont créées selon une démarche artistique sans égard au potentiel de vente. C'est le processus de création qui prime
à ce moment-là. Cette démarcation-là est importante parce qu'elle va guider, elle va définir à quel subventionneur on dépose nos demandes et aussi de quelle façon on va écrire nos demandes. Comment on va répondre aux différentes questions. Qui soutient l'industrie? Donc, au Québec, c'est la SODEC, Musique Action et Factor. Donc, ce sont les trois organismes qui soutiennent l'industrie. La SODEC, leurs programmes pour la musique sont regroupés dans une grande section qui s'appelle Musique et variété. Donc, ça donne une bonne idée là, de ce qu'ils soutiennent principalement. Là. On parle de l'industrie culturelle au sens large. Il faut savoir que la SODEC ne soutient pas les artistes individuels ni les organismes à but non lucratif. La SODEC soutient exclusivement des entreprises incorporées. Donc, des business, des maisons de disques incorporées, vraiment des entreprises qui sont là pour faire de l'argent. Voilà. Le budget de la SODEC en 2020-2021 était de 119 millions. Alors, je donne le chiffre là, parce que ça va situer un peu où est l'argent par rapport à la SODEC, l'industrie, au Conseil des arts et lettres du Québec, qui est la création, et par rapport au Conseil des arts du Canada également. On verra ça au fur et à mesure. Musique Action, de son côté, on est toujours dans l'industrie. Là. Donc, Musique Action, de son côté, reçoit son financement du Fonds de la musique du Canada, donc qui est le ministère du patrimoine canadien. Ils reçoivent environ 7 millions du Fonds de la musique du Canada. Et une autre partie de leur fonds vient de radiodiffuseurs privés, environ 4 millions. Radiodiffuseurs privés, ça veut dire quoi ça? Bell Media, Cogeco, Sirius, Stingray. Donc, c'est eux qui donnent une partie du financement de Musique Action. Il faut savoir qu'à Musique Action, 80 des fonds sont consacrés à la musique vocale francophone, essentiellement la pop. 20 des fonds de Musique Action vont à tous les autres genres musicaux. Musique classique, jazz, musique du monde, etc. Donc, il y a 20 de l'enveloppe budgétaire qui s'en va à ça. Essentiellement, donc, on comprend que Musique Action soutient principalement la pop. Les programmes de Musique Action sont offerts autant aux entreprises qu'aux individus. Toutefois, les programmes sont pensés en fonction des entreprises. Donc, où il y a des équipes d'administrateurs pour gérer les programmes. Pour des artistes individuels, les programmes de Musique Action, comme ceux de Factor, sont assez lourds à gérer. Les demandes sont simples à faire, c'est pas très exigeant, mais tout le suivi, une fois que la subvention a été accordée, c'est là que les problèmes commencent. Ça devient lourd, c'est très exigeant à suivre le processus. Écoute, j'ai des clients qui ont simplement arrêté de demander à Musique Action parce que le processus était trop lourd. Ils avaient leur bourse, mais le travail pour faire le suivi n'en finissait plus. Donc, essentiellement, je ne recommande pas à des artistes individuels de déposer à Musique Action. Il faut vraiment en avoir besoin et être très, très structuré. Il reste quand même des aspects intéressants à Musique Action. Leur programme de production d'albums, entre autres, donne accès à deux autres programmes particuliers qui sont la commercialisation nationale et internationale. Donc, une fois que votre projet a été soutenu par Musique Action, c'est plus facile d'obtenir du soutien de Musique Action pour partir en tournée pour faire la promotion de votre disque, par exemple. Donc, il y a des sommes considérables. Là. Pendant 2 ans après l'apparition du disque, on peut aller chercher entre 50 et 75 000 pour faire la promotion du disque en question. C'est non négligeable. Et aussi, l'autre programme intéressant est à l'égard des premiers enregistrements. Donc, des œuvres qui sont mises sur disque pour une première fois, automatiquement, les auteurs et compositeurs ont droit chacun à 450 $ par œuvre qui est en disque.
Donc, c'est non négligeable, là. C'est une somme qui peut être appréciable. On pense, on imagine un compositeur là, qui met une dizaine de pièces, une dizaine de chansons de 3 minutes là, sur le disque, par exemple. Ben, d'un coup, il vient chercher 4 500 sans avoir rien d'autre à faire que la demande, ce qui, ce qui est quand même un incitatif. Je glissais un mot sur Factor tantôt. Essentiellement, c'est des programmes qui sont très, très semblables à ceux de Musique Action. Ils sont également aussi très lourds à gérer. Écoutez, les lignes directrices du programme d'enregistrement sonore de Factor font 38 pages. Donc, pour avoir besoin de 40 pages pour expliquer comment le programme marche, c'est parce que le programme est compliqué. Factor s'adresse à la chanson anglophone, donc la pop anglophone principalement. Effectivement, les autres formes de musique sont soutenues également, là, mais à peu près dans les mêmes ratios que Musique Action. Ce qu'il faut savoir aussi de Musique Action et Factor, c'est qu'ils ne soutiennent que 50 des coûts. Donc, si votre projet de 10 vous coûte 20 000, ben, Factor, Musique Action ne vous donneront pas plus que 10 000, puis vous devez trouver l'autre 10 000. Donc, puis si vous ne le trouvez pas, ben, vous ne l'aurez pas, le financement. Si vous trouvez juste 5 000, ben, Musique Action Factor va juste mettre 5 000 dans le projet. C'est une autre histoire, là. Il reste qu'un projet d'enregistrement sonore, Musique Action, peut être complété par une bourse du Conseil des arts du Québec ou par une bourse du Conseil des arts du Canada. Donc, l'autre 50 peut venir de ça, là. Mais c'est quand même juste 50 qui coûte. Donc, ça fait le tour des organismes qui couvrent l'industrie. Qui soutient la création maintenant? La création, c'est l'affaire des conseils des arts. Conseil des arts du Québec, Conseil des arts du Canada, Conseil des arts de Montréal. Il y a certaines municipalités qui ont aussi leur Conseil des arts autre que Montréal. Là. Donc, il y en a un, entre autres, à Longueuil. Il faut savoir que les conseils des arts municipaux soutiennent les artistes qui sont établis sur leur territoire. On veut déposer une demande auprès d'un conseil des arts. Ben, la première étape, c'est de se créer un profil sur les portails des différents conseils des arts. Tous les conseils des arts, que ce soit Conseil des arts de du Québec, Conseil des arts du Canada, Conseil des arts de Montréal, Conseil des arts de Longueuil, tout le monde fonctionne maintenant avec un portail en ligne et c'est à toute fin pratique plus possible d'envoyer une demande par la poste. Donc, il faut créer son profil sur le portail. Le point auquel il faut faire le plus attention, peut-être, c'est qu'au Conseil des arts du Canada, le profil doit être approuvé par le Conseil des arts du Canada et ça peut prendre jusqu'à 1 mois. Donc, il ne faut pas s'y prendre à la dernière minute. Le Conseil des arts du Canada se donne 1 mois pour approuver le profil et j'ai vu là, des profils prendre jusqu'à ça, 1 mois, mais j'en ai vu aussi des profils approuvés en dedans de 2 heures. Mes clients ont créé leur profil le matin, puis à midi, le profil était approuvé. Donc, c'est possible aussi, mais il ne faut pas compter là-dessus. Créez votre profil longtemps d'avance. Alors, commençons par le Conseil des arts et lettres du Québec. Les programmes du Conseil des arts et lettres du Québec sont divisés en 2 groupes, ceux qui s'adressent aux artistes et ceux qui s'adressent aux organismes. Tous les programmes destinés aux artistes ont été revus en février 2020. Donc, tout ce qu'il y avait avant ça là, a été remplacé par des nouveaux programmes. On a 6 programmes principaux qui donnent accès à toutes sortes d'activités, là, autant des commandes d'œuvres que des résidences de création, des projets de déplacement, de tournée, du perfectionnement, de la recherche sans nécessairement de la recherche artistique, là, qui ne donne pas nécessairement une œuvre à la fin du projet. Donc, on veut explorer des pistes. Il y a des programmes pour ça, pour ceux qui soutiennent ça, des projets de création donc, qui permettent de créer des œuvres, de présentation publique pour présenter les œuvres sur scène, et ainsi de suite. Donc, les choix sont assez larges et à peu près tout ce qu'un artiste peut vouloir créer peut être soutenu là, par le Conseil des arts et lettres du Québec. Au niveau du soutien aux organismes, les
les organismes ont accès à différentes subventions en fonction de leur mandat, qu'ils soient des diffuseurs, des producteurs, créateurs, des événements, des organismes de services. Il y a des programmes pour chacun de ces organismes. Par exemple, un organisme qui a un mandat de création ou de production, bien, il a accès à des programmes, par exemple, de soutien au fonctionnement annuel, par exemple, qui vont soutenir l'ensemble de leurs activités, ou des programmes de projets qui vont soutenir des projets bien spécifiques, des programmes de tournée, tant au Québec qu'à l'extérieur du Québec, des programmes d'accueil de spectacles étrangers. Donc, vous êtes un organisme qui est un diffuseur et veut présenter un spectacle qui vient d'un autre pays, bien, il peut obtenir du soutien pour ça. Les organismes ont accès à des programmes de développement de marché, donc pour se représenter à l'étranger. La plupart de ces programmes-là sont pas offerts aux individus. Là. Il y a juste des programmes de tournée auxquels les individus ont accès. Le budget du Calque en 2020-2021 était de 129 millions, donc à peu près le même que celui de la SODEC. Donc, vous voyez que c'est à peu près donc au niveau du soutien à l'industrie et à la création, bien, les montants sont à peu près les mêmes. C'est équivalent. Si on regarde du côté du Conseil des arts de Montréal, ben, le Conseil des arts soutient principalement les organismes. Donc, un peu comme au Calque, il y a des bourses pour le fonctionnement annuel des projets, la tournée sur le territoire de l'île de Montréal. Ils ont aussi différents prix, comme la bourse Création Jazz, le prix de la diversité culturelle en musique. Donc, c'est des programmes assez semblables à ceux du Conseil des arts et lettres du Québec. Les artistes et les collectifs ont accès aux subventions de projets et de tournées, et ainsi qu'aux prix et aux différentes mesures. Par contre, les demandes au fonctionnement annuel, bien, ça, c'est réservé aux organismes. Le budget du Conseil des arts de Montréal en 2019 était de 18 millions. Donc, on voit que ça descend considérablement, même si le bassin là, de population est assez grand à Montréal. Si on regarde le Conseil des arts du Canada maintenant, ben, ils ont changé tous leurs programmes en 2017. Les programmes ont été simplifiés, les formulaires ont été simplifiés, ils sont maintenant pluridisciplinaires, donc toutes les disciplines artistiques utilisent le même formulaire de demande, ce qui fait que les formulaires sont souvent très vagues, ils ne sont pas définis à une discipline spécifique. Ça fait que c'est parfois un peu difficile de s'y retrouver, mais depuis le temps, là, c'est pas mal tombé en place. Là. On arrive à rentrer dans les formulaires plus facilement, en fait, je crois, depuis avec les nouveaux programmes qu'avec les anciens. Ils ont regroupé leur programme, leur soutien sous 6 grands programmes, dont Explorer et créer, qui s'adresse aux artistes et aux organismes. Inspirer et enraciner, qui s'adresse à des institutions comme des musées, des galeries. Rayonner au Canada, donc essentiellement pour de la tournée au Canada. Ça s'adresse aux artistes et aux organismes également. Rayonner à l'international, donc des tournées à l'étranger. Toujours pour les artistes et les organismes. 5e programme qui s'appelle Appuyer la pratique artistique, donc qui est orienté vers des organismes de services, comme la Ligue canadienne des compositeurs, par exemple. Et le dernier programme, le 6e, Art et culture des Premières Nations, donc qui est vraiment adressé aux Premières Nations. Les programmes sont plus simples qu'ils étaient, c'est plus facile, c'est plus ouvert. On a plus de souplesse pour déposer au Conseil des arts du Canada qu'on l'avait par le passé. Chacun des programmes compte 5 à 6 composantes différentes et c'est aux composantes qu'on applique. On ne dépose plus dans un programme, on dépose dans une composante qui fait partie d'un programme. Le budget du Conseil des arts du Canada en 2018-19 était de 300 millions.
environ 300 millions. Donc, le double, en fait presque le triple de celui du Conseil des arts et lettres du Québec, mais pour l'ensemble du Canada. Les autres organismes qui soutiennent les arts, on va penser à des ministères comme Patrimoine canadien, le ministère de la Culture et des Communications du Québec, certaines municipalités, la Fondation Socan, par exemple. Donc, la Fondation Socan est une fondation privée et en soi, donc, ils ne distribuent pas de fonds publics. Ils ont consolidé leur programme en deux grands axes, là, essentiellement l'aide aux créateurs et l'aide aux organismes. Dans chacun de ces axes-là, on retrouve des programmes un peu similaires là, à ceux des Conseils des arts. En général, leur soutien se concrétise là, par des bourses inférieures à 3 000 $. C'est des petits montants qu'on peut aller chercher de la Fondation Socan. Pour ce qui est des municipalités, c'est souvent des programmes qui sont orientés vers le loisir culturel et la pratique artistique amateur. Donc, c'est pas toujours orienté vers la création et vers les artistes spécifiquement, dans ce sens-là que un des points importants quand on dépose dans un service de la culture municipale, ce n'est pas tant le processus créatif, artistique qui est analysé, mais l'impact sur les citoyens. Qu'est-ce que les projets qu'on propose vont apporter aux citoyens et combien de citoyens on va rejoindre. C'est là que ça devient le plus important pour les services culturels municipaux. Puis, la plupart des programmes des services culturels municipaux sont offerts aux organismes à but non lucratif et pas aux individus. Le ministère de la Culture du Québec, lui, offre des programmes qui sont structurants. Donc, c'est des programmes qui sont orientés vers les organismes, donc, encore une fois, pas vers les artistes. C'est des programmes qui permettent, par exemple, de renouveler un parc d'équipements pour un diffuseur ou un musée, d'entretenir un édifice culturel. C'est des programmes qui visent à soutenir la structure culturelle au Québec. C'est des programmes qui ne s'adressent pas aux individus, encore une fois, et qui, en général, ne recoupent pas ceux du Conseil des arts et lettres du Québec et de la SODEC. Donc, c'est vraiment des choses à part des Conseils des arts et de la SODEC. Il y a très, très peu de soutien là, envers la création spécifique de la part du ministère, mais vraiment autour de... Ils soutiennent davantage les structures de création que la création en soi. Si on va du côté fédéral maintenant avec Patrimoine canadien, c'est un ministère qui est très, très vaste. Il couvre des domaines aussi variés que, par exemple, la loi sur le droit d'auteur et la loi sur les langues officielles. Il couvre également des activités commémoratives canadiennes, le Jour du souvenir, par exemple, le cinéma, Jeunesse Canada au travail, le sport amateur, c'est tout dans le même paquet là, de patrimoine canadien. Ils ont également le Fonds de la musique du Canada qui est géré par Factor et Musique Action. Donc, ce financement-là est transféré directement à Factor et Musique Action. Ils ont des programmes comme le Fonds du Canada pour la présentation des arts. Ce qu'il faut retenir de Patrimoine canadien, c'est qu'ils soutiennent surtout la diffusion. Ils ne soutiennent pas la création et les programmes, les projets de création sont redirigés vers le Conseil des arts du Canada. Il n'y a aucun programme là, qui permet ce genre de choses-là à Patrimoine canadien. Et ils ne soutiennent pas les artistes individuels, c'est vraiment des organismes. Voilà. Ils soutiennent donc la diffusion, mais ne soutiennent pas l'autodiffusion. Donc, vous ne pouvez pas avoir du soutien de Patrimoine canadien pour présenter votre propre concert. Donc,
ce qui va être soutenu, ça va être vont être des organismes comme, par exemple, le Festival Montréal Nouvelle Musique, le Festival Acousma, par exemple, le Festival Electra. Donc, des organismes qui ne font pas de l'autodiffusion, mais qui diffusent les spectacles d'autres artistes. Il faut se rappeler qu'à Patrimoine canadien et au ministère de la Culture, les programmes, les demandes de subventions sont analysées par des fonctionnaires et non pas par des jurys de pairs comme dans les conseils des arts. Ce que ça veut dire, c'est que les fonctionnaires qui analysent les demandes s'assurent que les demandes répondent aux objectifs du programme et c'est ceux qui répondent le mieux aux objectifs qui sont soutenus. La démarche artistique a très, très peu d'importance pour les patrimoines canadiens. C'est vraiment le volume du public qu'on rejoint qui pèse le plus lourd. Donc voilà, écoutez, ça fait à peu près le tour des organismes qui subventionnent la culture, la musique. Maintenant, on arrive dans la partie la plus intéressante. Comment faire une demande de bourse? Une demande de bourse de subvention. Bien, la première étape, quand on veut déposer une demande pour un projet, c'est de s'assurer que nous sommes éligibles au projet, que nous sommes éligibles au programme de subvention. C'est la première étape. Il faut prendre le temps de valider ces choses-là. Évidemment, après avoir créé son profil sur le portail des conseils des arts. Une fois qu'on a validé notre éligibilité, il faut prendre connaissance des lignes directrices du programme et des critères d'évaluation. Ce ne sont pas les meilleurs projets, les meilleurs projets qui sont soutenus. Ce ne sont pas les projets les plus intéressants qui sont soutenus. Les projets soutenus sont ceux qui répondent le mieux aux objectifs du programme et aux critères d'évaluation. Quand vous présentez votre projet, vous devez vous assurer que vous démontrez que votre projet répond aux objectifs du programme et aux critères, et non seulement qu'il y répond, mais qu'il y répond mieux que les autres projets, que les projets des autres artistes qui déposaient en même temps que le vôtre. C'est toujours une bonne idée de contacter l'agent qui gère le programme, de contacter les conseils des arts avant de déposer la demande, ne serait-ce que pour apparaître sur le radar. Poser des questions à l'agent, vérifier certaines questions, s'assurer qu'on comprend bien toutes les questions auxquelles on doit répondre. Ensuite, un autre élément qui est important, c'est qu'il faut faire la différence entre votre projet et la demande de subvention. Votre projet, souvent, là, il part du début puis il se rend à la fin, c'est pas compliqué. Mais le programme de subvention, lui, ne fait pas nécessairement ça. Souvent, les programmes de subvention vont soutenir seulement qu'une partie de votre projet. Ça ne veut pas dire que votre projet n'est pas éligible. Enfin, si vous devez présenter les parties éligibles de votre projet au programme de subvention. Et c'est pour ces parties-là que vous devez demander le financement. Par exemple, si vous déposez une demande de subvention, une demande de bourse pour un projet de recherche et création et que vous incluez dans votre projet la diffusion de l'œuvre, bien, votre projet ne sera pas éligible. Vous ne serez pas soutenu parce que la diffusion de l'œuvre, un programme de recherche et création ne paye pas pour diffuser l'œuvre. Donc, il faut arrêter votre projet, votre demande à la fin de la création de l'œuvre. Et la partie de diffusion fera l'objet d'une autre demande de subvention ou d'une autre source de financement.
Donc, ça, c'est bon. OK. Maintenant, les critères d'évaluation. Évidemment, ça varie d'un programme à l'autre, mais ça se rejoint quand même en trois grandes catégories. Dans un premier temps, la qualité du travail artistique. Est-ce que vous êtes bon? Comment on démontre ça? Ben, la pièce la plus importante pour démontrer si vous êtes bon, c'est le matériel d'appui audio. Imaginez que vous, personnellement, là, siégez sur un comité d'évaluation. Comment préférez-vous savoir si le projet est bon? En lisant sur le projet ou en écoutant la musique? Hein, de se poser la question, c'est d'y répondre en écoutant la musique, vous allez savoir si ça sonne bien ou si ça ne sonne pas bien. Si c'est bien joué ou si ce n'est pas bien joué. Donc, le matériel audio que vous allez choisir est vraiment crucial. Évidemment, un autre élément qui démontre la qualité de votre travail, c'est vos réalisations antérieures. Qu'est-ce que vous avez fait d'autre, si vous avez gagné des prix ou quoi que ce soit. L'autre critère, ben, c'est l'intérêt et la pertinence du projet. Comment on démontre ça? Comment on démontre qu'un projet est intéressant, est valable ou est pertinent? Ben, il faut savoir que les programmes des Conseils des arts visent le développement des artistes, visent le développement des pratiques artistiques. C'est vraiment les points essentiels. Donc, il faut démontrer que votre projet s'inscrit dans votre démarche artistique et permet de progresser, vous permet de progresser dans votre démarche artistique. Comment le projet que vous déposez fera de vous un meilleur artiste? Évidemment, hein, le développement d'une carrière, une vie d'artiste, ben, ça, petit à petit, hein, mais l'idée, c'est pour les conseils des arts, c'est de soutenir des artistes qui avancent, qui progressent, qui font du chemin, qui ne se contentent pas de répéter une recette déjà établie. Donc, démontrer dans votre présentation de projet que votre projet vous permet d'avancer. Vous allez plus loin que ça, vous êtes innovateur, votre projet est particulièrement innovateur, peut-être même que votre projet va mettre en place des choses qui vont permettre de faire avancer la discipline, de faire en sorte que toute votre discipline artistique découvre quelque chose ou explore une autre voie grâce à votre projet. Ben, c'est un autre élément qui va servir à montrer l'intérêt et la pertinence du projet. Le troisième critère, en général, est autour de la faisabilité du projet. Est-ce que votre projet est faisable? Est-ce que c'est réalisable? Êtes-vous capable de le faire? Avez-vous déjà réalisé des projets de cette envergure? Évidemment, c'est un petit peu un couteau à deux tranchants ici. Il faut faire attention, il faut pouvoir démontrer qu'on est capable de le faire parce qu'on l'a déjà fait. Mais aussi, il faut démontrer qu'on l'a déjà fait, mais ce qu'on fait là, ce qu'on propose présentement, n'est pas la même chose qu'on a déjà fait. C'est quelque chose dans le même esprit, mais qui nous permet d'aller plus loin, de progresser, de faire du chemin. Est-ce que le budget demandé vous permet de faire une bonne job? Demandez-vous assez d'argent? La priorité principale des conseils des arts par les temps qui courent, c'est que les artistes soient payés. Récemment, j'ai eu un client dont la bourse a été refusée parce que le comité d'évaluation trouvait qu'il ne se payait pas assez. Donc, n'hésitez pas à mettre de l'argent pour vous, pour les musiciens que vous engagez. C'est une des priorités pour les conseils des arts. Votre projet est réalisé avec des partenaires. On est toujours dans le critère faisabilité du projet.
les partenaires avec lesquels vous allez travailler, est-ce qu'ils sont bons? Est-ce qu'ils sont compétents? Est-ce que ce sont de bons choix? Donc, il faut démontrer ces choses-là. Est-ce que vous allez en tournée, par exemple? Est-ce que les diffuseurs qui vous présentent dans la tournée vous payent des cachets qui ont de l'allure ou non? Est-ce qu'ils contribuent à votre hébergement? Est-ce qu'ils vous versent un per diem? Donc, tout ça contribue à démontrer la faisabilité du projet et la valeur du projet en soi. Les demandes de subvention au Conseil des arts sont évaluées par des jurys de pairs, donc des artistes comme vous. Quand vous rédigez votre demande, vous ne vous adressez pas à un gouvernement, à un Conseil des arts, à un ministère, à un gestionnaire de programme. Vous vous adressez à d'autres artistes comme vous. Donc, utilisez un vocabulaire qu'un artiste va comprendre, qu'un artiste va apprécier. Imaginez en fait, quand vous présentez votre projet, quand vous décrivez votre projet, imaginez que vous le décrivez à un collègue que vous aimeriez voir embarquer dans votre projet. Vous voulez le convaincre que votre projet est intéressant et qu'il va jouer un rôle important dans votre projet. Vous vous adressez à un autre musicien, à un autre artiste comme vous. C'est dans cette façon-là qu'on rédige. Une demande de subvention, ce n'est pas une maîtrise ou un doctorat. La plupart du temps, la demande de subvention est écrite. Enfin, les demandes de subvention que je fais sont écrites à la première personne. Je vais faire ci, et non pas à la troisième personne ou à la première personne du pluriel. C'est vraiment un contact personnel de vous, l'artiste, qui parlez à d'autres artistes. Le processus d'évaluation, comment ça se passe? Bien, toutes les demandes sont sur la table et sont évaluées comparativement les unes aux autres. Donc, c'est les demandes qui se démarquent des autres qui sont soutenues. Il n'y a jamais assez d'argent pour tout le monde. Ça, c'est certain, c'est certain, certain, certain. À l'automne, il y avait le programme du Conseil des arts et lettres du Québec, Exploration et déploiement numérique, une date de tombée pour ça. Ils ont reçu en musique 44 demandes et il y en a 15 qui ont été soutenues. Donc, la concurrence est forte, les projets sont bons, ça reste toujours un enjeu. On revient donc au point de tantôt, c'est bien essentiel de démontrer que votre projet répond mieux que les autres aux objectifs du programme et aux critères d'évaluation. Le comité d'évaluation va lire une pile de demandes. Hein. Si on regarde l'exemple de l'exploration et déploiement numérique, ben, ils se sont tapés 44 demandes. C'est beaucoup, beaucoup de lecture. Donc, vous avez avantage à utiliser un style d'écriture clair et concis, souvent plus littéraire. Tous les portails maintenant de demande de subvention ont un nombre de caractères limité et quand on dépasse le nombre de caractères, ça l'arrête automatiquement. Là. Donc, des trucs simples, c'est justement d'utiliser un français littéraire plutôt que de dire des choses comme on va faire, ben, allons-y par nous ferons. Ça dit la même chose, ça prend moins de caractères. Donc, ça libère de l'espace pour en dire plus, pour mieux présenter votre projet. Donc, votre projet doit être clair et intéressant, hein, puisque le jury va en lire une cinquantaine d'une shot. Là. Puis, ils vont peut-être tomber sur votre demande en fin de sa journée. Donc, il faut garder l'intérêt dans la description. Répondez aux questions. C'est assez simple. Hein? Plutôt que
de dire de façon décousue ce que vous voulez faire. Lisez la question, comprenez-la et répondez à la question. C'est la directive la plus simple. Quand je rédige une demande de subvention, ma structure préférée va ainsi. On commence par un sommaire, 3 lignes. Donc, 3 lignes qui permettent au comité d'évaluation de savoir de quoi il est question. Qu'est-ce que c'est? C'est un projet de recherche artistique, c'est une commande d'œuvre, c'est un enregistrement sonore, c'est une tournée, c'est un concert sur la scène locale. Où, quand, qui. Hein? En 3 lignes, on résume ça. Donc, tout de suite, dès le départ, le comité d'évaluation sait de quoi il est question. On enchaîne avec une mise en contexte. D'où le projet vient-il? Donc, c'est une option ici là, pour tisser des liens avec ce que vous avez fait par le passé. J'ai réalisé telle affaire, j'ai exploré telle chose, je veux faire ce projet-ci pour amener plus loin ce que j'ai expérimenté par le passé. Je veux avancer dans cette démarche-là. Donc, ça positionne le projet dans votre démarche, dans votre pratique artistique. Puis ensuite, on enchaîne avec le projet comme tel. Qu'est-ce que vous allez faire? Avec qui vous allez travailler? Où vous allez réaliser votre projet? Et ainsi de suite. Il y a souvent aussi une section une question qui couvre les retombées attendues. Qu'est-ce que le projet va vous apporter? C'est ici qu'on va présenter comment le projet va faire de vous un meilleur artiste. Comment vous allez pouvoir expérimenter de nouvelles choses. Comment le milieu va pouvoir profiter de votre projet. Comment le public va pouvoir entendre des musiques différentes. Hein? Les retombées attendues, les retombées pour vous, votre cheminement artistique, des retombées pour la discipline, comment la discipline va profiter de votre projet. C'est clair là, que c'est pas toujours évident de montrer que notre projet va profiter à toute la discipline, là, mais parfois, ça l'est. Parfois, il y a quelque chose à dire de ce côté-là. Et comment le public va pouvoir profiter de votre projet en ayant quelque chose de neuf à se mettre dans l'oreille. Voilà. Quand on considère l'ensemble d'une demande de subvention, hein, on peut être renversé par l'ampleur de la tâche. Ça peut sembler très, très gros, très lourd. Le truc que je peux vous donner, c'est de séparer la demande de subvention en plus petites bouchées. Essentiellement, là, il y a 3 grandes sections dans toutes les demandes de subvention. Il y a un texte qui vous présente et qui présente le projet. Il y a un budget qui explique comment ça va coûter. Puis, il y a le matériel d'appui. Chacune des sections peut être approchée individuellement sans trop d'égards par rapport aux autres demandes. Donc, on peut se consacrer à une demande, à une partie de la demande. Par exemple, on travaille sur le texte, on bloque sur le texte, on met ça de côté, on va travailler sur le budget ou on rassemble le matériel d'appui. Parfois, en travaillant sur le budget, on trouve ça nous alimente des idées pour le texte. Donc, en séparant les choses dans ces 3 grandes sections-là, c'est souvent une façon là, qui permet de faire avancer la demande. Pour ma part, j'aime bien commencer par le budget. Les chiffres me parlent. Quand on voit combien ça coûte, bien, on voit si c'est réalisable. On voit si c'est raisonnable de déposer une demande de subvention auprès d'un seul Conseil des arts où on a avantage à répartir les coûts du projet entre 2 ou 3 conseils des arts, si les projets sont particulièrement dispendieux. Donc, les chiffres sont souvent, pour moi, une belle façon de démarrer les choses.
de façon générale, si votre projet vous coûte 10 12 000 ça ne vaut pas toujours la peine là, de déposer à plus d'un conseil des arts. Probablement, là, qu'en déposant la demande en faisant financer le projet par un seul conseil des arts, ça peut être suffisant. Mais à partir du moment où on dépasse ça, 12 000, quand on arrive à 15 000, 20 000 ou plus, ben, ça peut être sage là, de séparer la facture en différents conseils des arts. Donc, de demander une partie du fonctionnement à l'un, du financement à l'un, une partie du financement à l'autre, de sorte que ça rend les choses plus faciles à soutenir, en fait. Bon, l'enjeu est particulier, là, parce que ça peut arriver qu'un conseil des arts soutienne et que l'autre ne soutienne pas. Donc là, vous vous retrouvez avec juste la moitié de l'argent. Mais il y a toujours moyen de réduire le projet, de le séparer en plus petites parties, en faisant qu'une partie. C'est souvent là, très, très acceptable là, par les conseils des arts. Là, ils comprennent que si le financement n'est pas accordé au complet, que le projet peut être réalisé quand même, mais dans une plus petite ampleur. En montant votre budget, bien, vous allez voir, par exemple, dans vos dépenses que vous avez besoin de travailler dans un endroit particulier ou bien que vous devez travailler avec des collaborateurs particuliers. Bien, donc, en montant ce budget-là, bien, ça indique que ces gens-là, vous devez en parler dans votre texte, dans votre description de projet. Vous devez travailler avec un tel qui a une expertise particulière. Bien, il faut le mentionner dans ce projet-là. Est-ce que la personne que vous voulez engager, que vous allez payer est compétente? Bien, il faut en parler dans votre texte. Donc, votre budget vous permet d'identifier ces points-là. Le budget, bien, il comporte deux parties, hein, les revenus et les dépenses. On doit déposer un budget équilibré, donc un budget où les revenus sont égaux aux dépenses. Donc, il n'y a pas de déficit, pas de surplus. C'est l'enjeu du budget. Chacun des programmes a un soutien maximal. Hein. Parfois, on parle de 25 000, parfois de 60 000. Il faut savoir que le montant maximal qu'on peut demander à un projet est accordé très, 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 très rarement. Donc, on parle ici, le montant maximal va être accordé pour des gros projets. Gardez à l'esprit là, que un quintet de jazz va déposer une demande à un programme au même programme qu'un orchestre symphonique de 70 musiciens. Donc, le max que le programme va allouer, ben, couvre pour des gros ensembles également. Fait que c'est pas évident et facile d'obtenir le maximum. Donc, c'est parfois sage de réduire l'ampleur du projet pour aller demander une somme moindre que le maximum qui est alloué. Prenez la peine de bien comprendre quelles sont les dépenses admissibles en incluant dans votre budget des dépenses qui ne sont pas admissibles, que le programme ne couvre pas. Ben, vous risquez, dans un premier temps, que votre demande soit refusée ou que le montant que vous demandez soit moindre parce que le jury aura exclu ces montants-là. Ça ne veut pas dire de ne pas faire ces dépenses-là, mais ça veut dire de ne pas les faire financer par la bourse. Donc, vous les financez essentiellement de votre poche ou par un autre programme de subvention. Mais ça reste quand même mieux que de voir la demande éligible, non éligible à cause de dépenses non admissibles.
Je regarde mes choses. OK, on regarde aussi la nature du texte. Hein? On garde à l'esprit à qui on s'adresse. Les conseils des arts sont intéressés par la démarche artistique. Les organismes qui visent l'industrie sont intéressés par le potentiel de vente. Pour vous donner une idée, chez Musique Action, par exemple, quand on dépose une demande en enregistrement sonore à Musique Action, on nous accorde 300 mots pour présenter notre intention artistique. Alors qu'au Conseil des arts et lettres du Québec, pour un projet d'enregistrement sonore, on nous accorde 1500 mots pour présenter notre intention artistique. Ça montre clairement l'importance. À Musique Action, on va nous demander de présenter notre potentiel de vente en 500 mots. Au Conseil des arts et lettres du Québec, on ne nous demandera même pas de présenter comment on va vendre le projet. Dépendamment à qui on s'adresse, il faut orienter notre texte en fonction de ça. Le matériel d'appui audio. Écoutez, en général, je m'en mêle très peu. N'étant pas musicien moi-même, j'aime mieux vous laisser ça entre les mains. Ce qu'il faut savoir, par contre, c'est qu'il faut que le matériel audio soit de bonne qualité. Il faut que ça sonne, puis autant que possible, il faut que l'orchestre joue juste. Hein, c'est déjà arrivé. J'ai eu un client où les commentaires du jury me disaient que dans l'enregistrement du Mozart, l'orchestre était faux. Donc, ça n'aide pas, ça. Quand on est dans la musique, dans le répertoire classique comme ça, c'est une bonne idée que l'enregistrement sonne juste. Mais moi, je ne suis pas musicien et je ne m'aperçois pas de ces choses. Les choix du matériel audio doivent être en rapport avec votre projet. Vous avez un projet de composer une œuvre pour le quatuor à cordes, c'est pas très utile d'envoyer un enregistrement d'une de vos œuvres symphoniques. On garde, vous joignez des extraits audio de musique de chambre, par exemple. La plupart des conseils des arts préfèrent recevoir des liens vers des fichiers web. J'ai dit des fichiers web, des liens qui pointent vers l'extrait audio que vous voulez qu'ils entendent, pas vers un Dropbox dans lequel il y a 10 fichiers, puis ils doivent trouver celui qu'ils doivent entendre. C'est pour ça que les conseils des arts préfèrent de beaucoup les liens vers des sites comme YouTube ou Bandcamp, SoundCloud, où on arrive directement sur le fichier audio que vous voulez qu'ils écoutent. L'intérêt d'envoyer un fichier audio de cette nature-là, un lien vers un fichier comme ça, ça vous permet d'envoyer un lien vers un fichier qui dure 20 minutes, alors qu'on demande 15 minutes de musique, et de pointer vers 5 minutes de cet extrait-là. Donc, vous donnez un cue, écoutez de telle minute à telle minute. Les membres du jury peuvent écouter ça, naviguer vers ce cue-là directement. Et s'ils veulent en écouter plus, ils peuvent, ils ont le reste. Mais ils peuvent aussi s'en tenir au cue que vous avez indiqué. Donc, ça, c'est l'avantage de pointer vers des fichiers sur le web. Voilà, écoutez, donc ça fait le tour à peu près là, de ces trucs-là. Maintenant, si on regarde, par exemple, un exemple précis, disons qu'on veut déposer une demande pour composer une nouvelle œuvre. Hein, on veut composer de la musique. Un tel projet peut être soutenu de deux façons. Soit dans un projet de recherche et création autonome, ou dans le contexte d'une commande déposée par un ensemble, un interprète ou un organisme. Dans le cas d'une commande d'œuvre, au Conseil des arts du Canada, le montant qui est demandé pour la composition de l'œuvre doit être inclus dans la demande de bourse de projet de l'interprète ou de l'organisme qui va diffuser. Donc, c'est vraiment l'organisme qui doit demander ce financement-là, pas le compositeur.
au Conseil des arts et lettres du Québec, la commande d'œuvre peut être déposée, en fait, doit être déposée par le compositeur de façon générale. Donc, dans un projet de bourse personnelle. Il faut savoir, par contre, que s'il est question d'une commande d'œuvre, bien, les conseils des arts s'attendent à ce que le commanditaire mette de l'argent. Donc, on commande une œuvre, mais par exemple, un orchestre commande une œuvre à un compositeur, mais l'orchestre n'est pas disposé à payer pour le compositeur pour qu'il écrive. Ça passe plus. Enfin, ça passe moins bien que si l'orchestre avait donné un peu d'argent, ne serait-ce que 20 du coût. C'est déjà, ça va déjà marquer plus de points qu'un orchestre qui ne paye rien. Ceci dit, si la composition fait l'objet d'une commande, mais que le commanditaire ne paye pas d'argent, bien, c'est avantageux à ce moment-là de déposer la demande de subvention dans un contexte de recherche personnelle. On veut composer une œuvre dans le but d'explorer certains éléments musicaux. L'interprète, l'ensemble, l'organisme s'engage à diffuser l'œuvre ou est intéressé à diffuser l'œuvre, bien, ça va donner des points là, quand même de joindre une lettre d'engagement de l'interprète ou de l'organisme sans toutefois parler d'une commande. Le compositeur nous a parlé de son projet de composition, ça nous intéresse, on est curieux de l'entendre et il est fort probable qu'on interprète l'œuvre lors de notre saison Machin Chouette. Donc ça peut joindre, en autant qu'on ne parle pas d'une commande. Oui, et c'est ça. Dans tous les cas, bien, il faut démontrer que le projet de composition vous permet d'avancer. Vous n'écrivez pas la même musique que vous écrivez depuis toujours. Vous voulez faire avancer votre réflexion, votre processus créatif. Du côté du calque, par contre, il n'est pas impossible qu'un interprète dépose un projet qui inclut une commande d'œuvre. En général, les agents vont vous dire, si c'est une commande d'œuvre, ben au calque, là, les agents du calque vont vous dire, ben, si c'est une commande d'œuvre, c'est le compositeur qui doit déposer dans une bourse personnelle. Mais, advenant, par exemple, qu'on arrive avec un interprète qui a une démarche de création et qui veut une nouvelle œuvre pour explorer sa démarche spécifique et que le processus de composition implique un travail rapproché entre l'interprète et le compositeur, ben, ce n'est pas impossible que l'interprète fasse la demande de bourse et qui inclut un cachet pour le compositeur dans le processus. Donc, il y a moyen, mais il faut démontrer qu'il y a une pertinence là, de travail entre l'interprète et le compositeur. Un projet où le compositeur s'en va chez eux, écrit les notes de sa partition, puis envoie la partition à l'interprète, ça ne passera pas vraiment. Mais dans un processus où il y a des rencontres entre le compositeur et l'interprète, des choses sont expérimentées, explorées avec l'interprète, bien, ça pourrait passer là, que l'interprète soit soutenu dans un contexte semblable où il y a vraiment une commande d'œuvre et qu'il y a de l'argent pour les compositeurs dans ce projet-là. Alors voilà, on a fait à peu près le tour de ce que j'avais à présenter. Vous savez tout maintenant, à quelle porte frapper, comment rédiger. Voilà, il reste juste à rédiger une demande et faire en sorte qu'elle se démarque de celle de vos concurrents. Je crois qu'on pourrait passer à la période de questions. Oui, merci Clément, c'est hyper compréhensif. Je pense que ça paraît de la façon que vous aviez de présenter que vous êtes capable effectivement de faire une demande très, très, très claire. Donc, c'est une présentation qui était très facile et compréhensive. Merci beaucoup pour ça. Donc, effectivement, on a des questions. Bon. Allons voir, premièrement, la question de Christophe qui dit, quand on a déjà reçu une bourse pour la première phase d'un projet et qu'on l'a réalisé,
Est-il judicieux de demander une autre bourse pour la suite à la même instance? Y a-t-il des pièges à éviter? Oui, il est judicieux de le faire. Euh, les pièges à éviter, ben, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les conseils des arts ne payeront pas deux fois pour la même chose. Donc, il faut montrer clairement que le financement que vous demandez va servir à payer une autre étape, pas des choses qui ont déjà été faites ou, ben, ou qui auraient dû être faites. Dans la mesure, si vous avez obtenu le financement que vous avez demandé et qu'avec cet argent-là, vous n'avez pas réussi à tout faire ce que vous avez dit, ça devient un peu délicat. Si vous avez reçu un financement partiel, ben là, ça devient plus simple. On a réduit le projet de moitié, il reste l'autre moitié à faire, on demande une autre ronde de financement. Donc oui, c'est possible de le faire. Donc, par exemple, si on a fait une demande pour la création au Conseil des arts du Canada, il serait ensuite possible de faire une demande pour la diffusion, mettons, Oui, au ben même exactement. organisme. OK, Exactement. excellent. Et en fait, je recommande de faire deux demandes pour ça. De faire une demande, d'inclure dans une même demande la création et la diffusion, c'est casse-gueule. Ça fait qu'on demande beaucoup, beaucoup plus d'argent dans une seule demande. Alors, commençons par demander de l'argent pour concevoir l'œuvre, et une fois que l'œuvre est conçue, on demande de l'argent pour la présenter. On passera OK. mieux. Dans le fond, on se donne au moins une chance d'avoir un cachet pour une des deux parties. Voilà. Excellent. OK. Ensuite, on a deux questions semblables. Donc, une question de CL. Donc, pour le budget, comment fait-on pour décider le montant pour nous payer nous-mêmes? Est-ce que c'est un mauvais signe quand 50% de la demande va au demandeur dans le cadre d'une création? Donc, j'imagine ici qu'il s'agit d'une question venant d'un compositeur. Puis, Madeleine qui avait une question semblable. Donc, aussi, en quoi consiste le coût d'un projet, du projet comme tel, est-ce que le cachet du compositeur est inclus? Ça dépend beaucoup de comment en fait, à qui on dépose. Au Conseil des arts et lettres du Québec, par exemple, le demandeur reçoit des frais de subsistance pour un certain nombre de semaines. Donc, dans ce cas-ci spécifique, la COVID vient à notre aide ici. La fameuse PCU a établi un barème minimal de 500 par semaine. C'est vraiment le minimum qu'on peut demander. En bas de ça, enfin, tout dépend. On peut toujours demander moins que ça, là, mais il faut le justifier. Mais si on est pour travailler pratiquement à temps plein, 25-30 heures par semaine sur notre projet, allons-y avec les 500 par semaine et comme base. Là. Et évidemment, dépendamment d'où on est rendu dans notre carrière, on peut aussi demander plus. Il reste qu'il faut quand même faire rentrer le budget dans le maximum que la bourse, que le programme alloue. Au Conseil des arts du Canada, c'est un peu différent. Donc, il ne fonctionne pas avec une allocation des frais de subsistance hebdomadaires. Donc, dans le cas d'une commande, par exemple, on peut se baser sur les tarifs de base recommandés par la Ligue canadienne des compositeurs, qui est toujours une bonne référence. Pour des interprètes, il faut s'aligner sur les normes recommandées par les syndicats, les syndicats, la Guilde des musiciens, l'Union des artistes. Même si on ne fait pas des contrats guildes ou des contrats UDA, de s'appuyer sur ces barèmes-là comme base de rémunération pour des cachets et un point de départ là, de base. Excellent. Donc, juste pour revenir un petit peu plus à la question de CL ici. Donc, c'est pas vu d'un mauvais œil là, si un gros pourcentage de la demande va au cachet au compositeur, même Non. si c'est le compositeur qui fait la Ouais, demande. enfin, dans un contexte de composition, une demande de composition particulièrement,
essentiellement, pratiquement 80% du fric devrait aller au compositeur. Là, il s'agit de composer l'œuvre. Il y avait peut-être un travail pour un copiste, peut-être du travail d'expérimentation avec des musiciens, mais ça reste une petite partie du budget. Dans un cas d'une commande d'œuvre ou d'un compositeur qui compose, ben, le gros du fric va au compositeur, sans problème. Excellent. Je pense que des fois, c'est ça qui empêche les gens d'aller faire les demandes de subventions. C'est un peu weird de demander pour son propre cachet, mais en fait, c'est la chose à faire. Donc, c'est Ben, excellent. c'est pour ça que c'est là. Oui. Ouais. Bon, on a une question ici de Robert Lemay. Robert a demandé de poser sa question lui-même vu qu'elle est un peu longue, donc je lui laisse le plancher. Robert, vois-tu? Oui, vous m'entendez? Oui. Bonjour, M. Topping, enchanté de vous connaître. Bonjour, M. Lemay. Oui. Ça fait plaisir, moi de même. Oui. Écoutez, je vais te tutoyer, c'est trop difficile. Oui, pourquoi pas. Ici en Ontario, j'habite en Ontario et puis on a beaucoup de programmes multidisciplinaires. Donc, par exemple, on a un programme qui s'appelle les Arts du Nord, qui est pour subventionner des activités artistiques dans le nord de l'Ontario. Et sur le même jury, il y a musique, théâtre, danse, littérature, etc., etc. Et aussi, il y a un programme qui s'adresse aux arts francophones, musique francophone, mais au programme, c'est principalement de la chanson ou de la musique country qui est très, très, très populaire ici en Ontario. Donc, pour nous, de préparer, tu parlais tantôt de savoir parler au jury comme si c'était un collègue. Moi, j'ai fait partie de ces jurys-là aussi, donc je sais de quoi je parle. C'est difficile parce que il y a quelqu'un qui est en danse, il y a quelqu'un sur le jury qui est en théâtre, il y a quelqu'un qui est en littérature, il y a quelqu'un en musique, mais qui n'est pas nécessairement quelqu'un en musique classique, qui peut être en musique country western. Moi aussi, je me suis retrouvé sur des jurys à évaluer des dossiers de justement un chanteur country de Thunder Bay. J'avais aucune idée de quoi il parlait. Donc, ça rend un petit peu les choses difficiles à présenter la bourse et aussi sur le matériel d'appui que tu disais tantôt. Lorsque je sais que ce ne sera pas des spécialistes de la musique contemporaine, j'essaie de ne pas trop mettre de choses un peu weirdo. Mettons, ou mon épouse aussi qui applique pour ces bourses-là, elle va éviter de mettre du Elliott Carter, par exemple. Là, tu vois? Donc, j'aimerais avoir ton opinion là-dessus sur l'approche face à... J'ai l'impression ici en Ontario que c'est quelque chose qui se développe de plus en plus. Sophie, tu dois le savoir, tu habites aussi en Ontario, je crois. Les bourses de commande maintenant incluent pas seulement la musique classique, on voit de plus en plus de musique alternative et les deux, on applique au même programme. Donc, ça devient une tendance ici qui est c'est de plus en plus ça aussi au Québec. Au Conseil des arts et lettres du Québec, même, on peut demander à ce que notre demande soit évaluée par un jury multidisciplinaire. On peut en faire la demande spécifiquement. Okay. Ce que je voulais dire quand je disais qu'on s'adresse à des pairs, c'est de rédiger le texte en fonction d'une conversation avec quelqu'un et non pas d'une démonstration auprès d'un fonctionnaire ou d'un texte académique qui conviendrait mieux à un doctorat, par exemple. Donc, c'est important de garder un langage que d'autres artistes vont comprendre. C'est ce que je voulais dire. Pas dans notre discipline, dans notre cas ici. Ben, dans ton cas spécifique, effectivement, ça peut être complexe. Je sais qu'au Conseil des arts et lettres du Québec, les jurys, si on est en musique contemporaine, il y a tout le temps du monde de musique contemporaine. Ça, c'est certain. La problématique est moins grande, mais et c'est important au Conseil des arts du Canada aussi, là, on va avoir des gens, des spécialistes de notre discipline. Ça dépend vraiment de où on applique, en fait. Parce que
les Conseils des arts du Canada et Conseils des arts du Québec, les gens qui sont sur les jurys veulent avoir des détails. Tu es dans le microtonal, ben vas-y, parle-en de microtonal au Conseil des arts du Canada et au Conseil des arts du Québec. Les membres du jury vont comprendre ça. Mais effectivement, ils ne vont pas comprendre ça en musique action ou à la SODEC, et de toute façon, ça ne les intéresse pas. Et peut-être pas non plus au Conseil des arts dont tu parles. Là. Donc, il faut sans doute orienter le texte davantage sur l'impact du projet que sur sa nature intrinsèque. Mhm. Voilà. Mais ça reste complexe. Hein? Oui. Voilà. Excellent. Merci beaucoup. Merci, Robert. Juste pour faire suite à ça, j'écho ce que tu dis, Robert. Des fois, c'est délicat là, de faire face à un jury qui n'a pas nécessairement tous des gens qui travaillent dans le monde de la musique contemporaine. Puis, on a eu des commentaires, en fait, de feedback de certains compositeurs qui avaient reçu dans leurs commentaires, donc qui n'avaient pas reçu la subvention, puis qui avaient reçu comme commentaire qu'un des membres du jury trouvait que les tarifs demandés, bien qu'ils soient basés sur les tarifs de la LCC, étaient élevés. Mais cette personne-là ne travaillait pas dans la musique contemporaine. Donc, si c'est des commentaires que vous recevez, nous, à la Ligue, on veut le savoir pour pouvoir mettre les points sur les barres sur les T pour s'assurer que ça ne devient pas une barrière pour les compositeurs. Donc, on va suivre avec, en passant, juste pour faire un petit plugin là, de la LCC, j'ai inclus le lien dans le chat pour les tarifs de composition qui sont suggérés. OK, donc on poursuit avec la prochaine question qui nous vient ici de Joël qui dit « J'ai été invité dans un festival aux États-Unis, mais je ne serai pas payé, mais il parle de payer le transport et l'hôtel. J'y serai une semaine, si je comprends bien. Est-ce que c'est possible d'avoir du financement pour les per diem et aussi les cachets? » Donc, subventionnaire. Donc, ça dépend pourquoi tu as été invité. Si tu as été invité pour jouer sur scène d'un instrument avec les musiciens, s'ils ne te payent pas, ça ne passera pas. Si tu es invité pour assister à la création de ton œuvre en tant que compositeur, mais qu'on couvre ton hôtel, ton hébergement et des per diem, et même si tu es logé chez l'habitant, donc chez quelqu'un plutôt que logé à l'hôtel, ça va compter. Oui, c'est possible de demander. Enfin, c'est toujours possible de demander, là, mais tu as plus de chances de l'obtenir s'il y a un soutien quelconque, là, tant au niveau de l'hébergement et des per diem. OK, donc Joël demande le plancher, il n'y a pas de problème. Il faut juste que je trouve la petite vignette ici qui correspond. Mon Dieu. Je ne sais pas si... Ah, Joël, OK, excuse-moi. Voilà, donc je te laisse le plancher pour préciser ta question. Vas-y. Oui. Salut Clément, ça va? Oui, ça va bien, merci. Oui, ben en fait, c'est ça, je veux préciser parce que moi, je vais présenter une œuvre. En fait, c'est une œuvre audiovisuelle là, que je vais présenter. On est trois. On a été invités par le festival, puis on va rester là une semaine. Mais il y a aussi comme une occasion de networking. En fait, le but, c'est que c'est un festival où il y a plusieurs artistes qui viennent dans le domaine des arts numériques et de la musique numérique. Puis, j'ai essayé de mettre ça un peu dans cet axe-là, en fait, parce que c'est... ça me semble une bonne idée, mais mets des détails. Là. Si tu dis dans ta demande, il y a plusieurs artistes qui viennent, plusieurs diffuseurs qui viennent, je vais les rencontrer, je vais leur serrer la main, je vais leur parler. C'est pas aussi hâte. Prends rendez-vous avec un diffuseur. Contacte-les d'avance. Il y a ce diffuseur-là qui va être là. Je l'ai contacté, j'ai rendez-vous avec lui. OK. Quelle date? Mais ça devient au-delà de la présentation, il y a justement ça devient un déplacement de représentation, là, où est-ce que tu vas développer ta carrière. Oui. Puis dans cette situation-là, je serais en mesure aussi d'avoir de l'argent pour un cachet. Non.
Non, c'est ça. Je ne serais pas capable d'avoir d'argent. Les bourses de tournée ne te verseront pas de cachet. OK, parfait. Fait que, et dans la mesure où tu sais, des bourses comme ça, j'ai vu ça arriver pour des compositeurs, par exemple, où est-ce que l'orchestre avait payé la commande d'œuvre. Et dans la commande, dans le contrat de commande, ben, ils exigeaient non seulement qu'il livre la musique, mais qu'il soit là pour la première, pour la création de l'œuvre. Ouais, ouais. Donc là, ils ont payé pour la commande au complet. Le compositeur a demandé une bourse pour y aller, puis il l'a eu. Mais parce qu'il avait reçu un cachet pour composer l'œuvre. Puis bon, il ne jouait pas sur scène, là, d'autre part. Puis évidemment, il avait identifié 2-3 personnes qu'elle a rencontrées autour de l'événement. Fait que tout ça, ça rajoutait de la valeur. Puis il y avait des noms, là, un tel de tel organisme, un tel de telle agence d'artistes. On veut qu'il ait discuté la possibilité qu'il me représente en Europe. Donc, il y avait des choses concrètes. Là, fait que plus ça a l'air solide ton affaire, plus tu as de chances de. Okay. Puis en tournée, ben, ils verseront, les conseils des arts ne verseront jamais un cachet. C'est la moindre des choses que le diffuseur te paye pour que tu joues. Ouais, je sais. Ben, oui, ça c'est un autre débat, là. Mais je suis tout à fait d'accord. Mais en fait, c'est que j'ai parlé à une responsable au Conseil des arts du Canada par rapport à ça. Puis, bon, je ne sais pas si je devrais le dire, mais elle me dit à demi-mot que je devrais dire qu'ils ne me payent pas les billets de transport. Puis demander de l'argent pour des billets. Puis c'est la responsable qui me dit ça. Ben, idéalement, ça serait mieux aussi qu'au lieu de te payer l'avion, qu'ils te donnent un cachet. Puis tu demandes de l'argent pour l'avion au Conseil des arts du Canada. Ouais, c'est ça. Le diffuseur te verse un cachet au lieu de te payer l'avion, puis tu demandes le fric pour l'avion au Conseil des arts du Canada. Je pense que ce serait quoi du genre. En tout cas, c'est ça qui va nettement être mieux. Là. Oui, je comprends. Mais après, il y a toute une histoire de visa américain. C'est une autre histoire. C'est complexe. Oui, c'est ça. C'est une autre affaire. Parfait. Ben, merci. Merci beaucoup. Bienvenue. Merci, Joël. OK, on saute tout de suite dans la prochaine question. Donc, dans le cadre de Young, ici, dans le cadre d'un projet de recherche et de composition, est-il possible d'allouer une partie du budget pour payer une personne qui va le documenter le processus et le projet, comme un vidéographe, par exemple? Oui. Il faut démontrer la pertinence de cette documentation-là. Donc, à quoi ça va servir, cette documentation-là? Comment elle va être diffusée? De documenter un projet pour que le document reste sur ses tablettes d'une étagère, c'est pas si hâte, là. Donc, alors que si le processus va être, la documentation du processus va être mise en ligne, par exemple, accessible à tous via un site, par exemple, comme la Ligue canadienne des compositeurs ou un Facebook quelconque, ben là, ça justifie les choses. Là. Donc, bon, ça n'est pas garanti qu'on va l'avoir pour autant, là, puis ça va dépendre aussi combien ça coûte, cette documentation-là. Mais oui, c'est possible de le demander. Je vais peut-être rajouter une affaire. Là. Ici, par exemple, j'ai déjà vu, puis je trouvais ça une terrible de bonne idée, quelqu'un qui avait voulu faire de la vidéo pour ensuite appliquer à une résidence pour montrer qu'est-ce que un sample, là, un exemple de qu'est-ce qu'il faisait comme projet. Donc, ça serait peut-être une autre application dans ce moment-là où justifier la prise d'une vidéo. C'est pas impossible. C'est des projets moins communs, par contre. OK. Excellent. Pour les conseils des arts. OK. Donc, prochaine question de Richard. Je fais composition de musique et je suis image de l'artiste et je voudrais faire un projet audio-vidéo avec danse. Donc, j'imagine que la question est auprès de quel organisme on peut faire une telle demande de subvention. Est-ce que Richard, vous voulez prendre le plancher pour apporter des précisions?
on mute. Alors, vous m'entendez? Oui. Oui, Ça on vous va. entend très OK. bien. Je suis un artiste multidisciplinaire en bon français. Ma première axe, c'est d'être un musicien, mais j'ai aussi de la composition que j'ai fait toute ma vie. J'ai produit avec un collaborateur un petit vidéo pour le marché Bon Secours où on a réuni des documents d'archives et on a composé la musique. Et j'en ai fait un deuxième avec ma femme qui est une artiste de la danse. Le projet que je voudrais faire depuis toujours, j'ai essayé de le condenser en paroles, mais et aussi j'explore la possibilité de le mettre en vrai. C'est bon, j'ai commencé une recherche sur les Amérindiens et je trouve que la période de temps est pertinente pour créer des liens avec les Amérindiens et c'est qu'une espèce d'hommage au peuple natif. Et j'ai composé en partant d'un livre qui s'appelle Walam Holum, la partition rouge, dans lequel on retrouve des poèmes, des chansons, et c'est un peu la création du monde selon les Amérindiens. Alors, j'ai commencé à faire des capsules, des compositions sont déjà parties. J'ai fait des œuvres aussi sur toile parce que je suis un artiste. Et mon projet, pour le synthétiser, ce serait de mettre ça sur scène avec une équipe restreinte de musiciens, avec des projections et d'en faire un document audiovisuel. Tu sais, je suis très conscient qu'il y a beaucoup de facettes dans mon affaire et je mijote là-dessus parce que là, je suis en repos de l'enseignement et je suis à ma retraite. Et puis, je voudrais bien continuer et le partager. Voilà. Alors, vous comprenez un peu ma problématique qui je le coupe en morceaux. Est-ce que je peux inclure trois disciplines, danse, musique, image, vidéo, etc. J'ai besoin un peu d'aiguille, de me faire aiguiller, de me faire... Donc, oui, hein, c'est possible de soutenir un tel projet, que ce soit au Conseil des arts du Canada ou au Conseil des arts et lettres du Québec. Au Conseil des arts et lettres du Québec, j'imagine que vous êtes domicilié au Québec. Oui. Excellent. Donc, il y a un programme qui est arrivé récemment avec la COVID. Vous en avez peut-être entendu parler. Je vous écoute. Il y a quelque chose, un programme qui a été mis en place. Attendez un petit peu, je suis là, je le cherche. Qui était un programme de pré-production. Je ne le trouve pas là, sur le site du Conseil des arts et lettres du Québec, mais c'est un projet qui permet de développer un projet sans, donc de le concevoir pour le rendre prêt pour la scène sans le présenter sur la scène. Voilà. Donc, c'est un programme spécifique pour ça. Il y a moyen d'aller chercher certainement 20 000, peut-être 40. Question? Je vous encourage à aller fouiller plus en profondeur là, sur le site du Conseil des arts et lettres du Québec. C'est un programme qui s'appelle pré-production ou quelque chose comme ça. Là. OK. Évidemment, c'est un terrain un peu, je dirais pas un terrain glissant, c'est un terrain sur lequel on se situe en ce moment où on essaie de créer, le Canada essaie de s'excuser auprès de ses Autochtones. Est-ce que c'est, bon, je ne vais pas porter de jugement sur ce qu'on n'a pas fait dans le passé, mais moi, en tant que non-autochtone, je me sens particulièrement responsable et je suis toujours un rassembleur dans ma vie. Et la subtilité de la chose, c'est d'inclure un narrateur qui est de la tribu Innu que j'ai rencontré à Bécomo et que j'aimerais inclure. Et évidemment, je vais faire un hommage, mais je vais aussi avoir le consentement et la bonne volonté d'une participation de nos amis autochtones. Voilà, c'est effectivement délicat. Écoutez, pendant que je vous écoutais, j'ai trouvé le oui, programme je vocal le vois. et j'ai mis le lien là, dans le chat. Super. Donc, vous pourrez aller voir ça. Mais
effectivement, comme vous dites, c'est un sujet qui est délicat. Il faut faire attention. On peut, en tant que non-autochtone, on peut se faire dire qu'on ne se mêle pas de nos affaires. Voilà. En tout cas, bon, voilà. Merci d'avoir pris le temps. Ça fait plaisir. Merci beaucoup, Richard. OK, donc prochaine question qui vient de Julie Delisle. Pour la création de nouvelles œuvres, qu'est-ce qu'il faut faire quand l'interprète et le compositeur sont la même personne? Peux-tu répéter la question, s'il te plaît? Oui, absolument. Donc, pour la création de nouvelles œuvres, qu'est-ce qu'on peut faire quand la personne est l'interprète et le compositeur à la fois? Ben, ça pose rien de particulier, là. On parle de création, donc j'imagine que si on parle de composition d'une œuvre où l'interprète et le compositeur sont la même personne, mais c'est une demande de recherche et création, que ce soit au Conseil des arts du Canada ou au Conseil des arts du Québec, ce serait le programme création, puisqu'il y a une œuvre qui est créée. Si c'est un projet de présentation sur scène, ben, ça ne pose pas de problème non plus. Présentation publique au Conseil des arts du Québec et concept à la réalisation au Conseil des arts du Canada. Ce n'est pas un enjeu particulier, là. Et bien sûr, il faut démontrer que la personne en question a les deux compétences. Mais bon, c'est pas pire que c'est pas différent de n'importe quel autre projet, là. Excellent. Donc, Julie, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose là-dessus? Ah oui, merci pour le unmute. Oui, ben en fait, si je comprends bien, ce serait comme une première demande pour la recherche et création. Puis ensuite, si on veut diffuser l'œuvre, on pourrait faire une deuxième demande pour ça. Oui, moi, c'est ce que je recommande définitivement. OK. Ça diminue le budget, premièrement. Là, ça fait que la demande est moins grande, donc plus de chances de l'obtenir. Et Ah oui, oui. ça permet là aussi ça rend parfois les choses plus simples à comprendre pour le comité d'évaluation. D'accord. OK, merci. Bienvenue. Excellent. Donc, je crois que ça fait le tour de nos questions pour aujourd'hui. J'en vois pas d'autres. Je regarde sur Facebook, je suis au cas. Je pense qu'on a eu une hyper de belle participation. Clément, je crois que donc les mots-clés que moi qui m'ont le plus frappé, c'est pas le projet comme tel qui voit être clé dans l'acceptation d'une demande, mais bien comment ça va répondre aux critères. Donc, déjà là, je crois que ça clarifie un tas de choses. Moi-même, j'aurais une question, si tu me permets. Oui. Donc, je crois que la question qui trébuche beaucoup de gens, c'est comment est-ce qu'on va avancer la pratique quand nous, on a une idée de projet. Puis, donc, est-ce que tu as des petits trucs ou des mots-clés ou des choses qui pourraient nous aider à répondre à cette question? C'est effectivement une question qui est très difficile à répondre. Souvent, par une question d'humilité, on crée quelque chose, puis au moment où on le crée, on n'a pas. C'est difficile d'imaginer que ça va révolutionner la discipline, que ça va apporter quelque chose, mais il faut penser à notre approche, notre vision de l'art et comment on veut faire. La nature du projet en soi, effectivement. C'est très difficile de démontrer qu'un projet de composition d'un quatuor à cordes, semblable à ce que Beethoven faisait, va révolutionner la pratique. Il ne faut pas exagérer non plus, mais si on est, par exemple, dans une discipline où on travaille avec des instruments inventés, ça devient plus facile tout d'un coup de démontrer que notre projet va révolutionner la musique. Si on travaille sur des approches musicales qui sont différentes de ce qui a déjà été fait, ben il y a un potentiel. Là. Si
on explore une avenue qui a été peu explorée et qu'on prévoit documenter le processus en cours de route, bien là, rendre ce document-là accessible à la communauté, bien là aussi, il y a un moyen de montrer là, que le projet va peut-être avoir un impact. Mais c'est clair qu'il faut que notre projet soit vraiment à l'avant-garde là, de la pratique artistique. Donc, merci pour ça. Je pense que le fait que tu as mentionné la vision de la personne, ça peut peut-être donner un chemin Oui, à c'est suivre pour répondre hein? à cette question-là. Je pense Hein? que c'est assez difficile. Bon, ben, je crois que ça fait le tour. Donc, merci infiniment, Clémence. Ce fut Ça m'a fait plaisir. incroyablement instructif et je crois que ça pourrait mettre des gens qui peuvent être intimidés par la demande de bourse sur le bon chemin. Donc, avant qu'on se quitte, j'aimerais remercier James Lowry qui a été notre personne technique aujourd'hui à notre comité de développement professionnel qui inclut Christopher Mayo, Jeff Lee, Maxime Corbeil-Perron et Massimo Guida. Aussi à notre directrice générale, Becca Sims, qui s'assure que tout roule sur des roulettes et je vous invite encore à consulter notre site web au www.composition.org. Donc, une fois encore, merci beaucoup Clément et merci à tous pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. À la prochaine. Bye.